Bonjour ou bonsoir. Ouais, bonsoir parce que tout le monde vient d'Europe aujourd'hui, donc il y a pas de bonjour. Et bienvenue à ce nouveau webinaire que j'ai nommé la génération boomerang. La génération boomerang, c'est donc ces enfants qui étaient partis du nid et qui reviennent à un moment. Ah, ça y est, Linda est arrivée. Ah oui, alors donc du coup, ça y est, bonjour pour Linda. On a notre Canadienne qui est venue nous rendre visite. Donc bonjour ou bonsoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan. Et avant donc vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental et hypnothérapeute. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur mon site principal, malka.fr. Là, il y a un truc où il y a écrit qui est, où est Cyril Malka, et là, vous pourrez savoir exactement ce que je fais. Et il y a même un calendrier en ligne où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc, le sujet de ce webinaire, c'est donc les enfants boomerang. Alors, la définition d'enfant boomerang, c'est donc cette génération qui est sortie, qui est partie de la maison pour étudier, pour travailler ou ce que vous voulez, et qui à un moment donné revient. Et généralement, alors, ça c'est la définition également de Wikipédia, mais il ne faut pas toujours écouter Wikipédia parce que dans la Wikipédia française, alors déjà ils disent beaucoup de conneries, mais là par exemple, dans la Wikipédia française, ils mettent entre parenthèses que c'est aussi ce qu'on appelle la génération Tanguy, d'après le film du même nom. Or, c'est pas du tout la même chose. Un enfant boomerang est sorti à un moment de la maison, a été indépendant pendant un certain temps et est revenu. La génération Tanguy n'a jamais quitté le nid. Et c'est une autre problématique avec d'autres problèmes, d'autres caractéristiques et d'autres types de personnalités. Et ce webinaire n'est pas sur la génération Tanguy, mais il est bel et bien sur les enfants boomerang. C'est quand même un autre problème. Parce qu'il y a quand même moins d'enfants Tanguy, heureusement, qu'il y a d'enfants boomerang. Malheureusement, pourra-t-on dire. Alors, il a été très difficile de trouver des statistiques, en tout cas pour la France. On trouve plutôt ce genre de statistiques dans les pays anglo-saxons ou au Canada ou au Québec. Mais dans bon, il y en a aussi en Angleterre un petit peu. Mais pour la France, je n'ai pas vraiment pu trouver de choses, dirait-on, concrètes, de chiffres concrets sur cette problématique. Déjà, il y a cet angle de la problématique que c'est quelque chose qui est plus quelque chose qui importe en Occident. C'est dans la société du 21e siècle en Occident que c'est un problème, parce que vous avez beaucoup d'autres sociétés où, toujours aujourd'hui, les parents et les enfants vivent ensemble ou très proches l'un de l'autre, et c'est mamie qui garde les enfants au lieu que ce soit la crèche ou le jardin d'enfants. Enfin bref, donc il y a des sociétés où les choses fonctionnent quand même différemment, mais dans la société industrialisée occidentale, depuis l'industrialisation, grosso modo, on est parti du principe qu'une fois les enfants arrivés à la majorité, eh ben, ils quittaient le nid, et puis après ils allaient faire leur vie, quoi. Logiquement, le but n'est pas qu'ils reviennent à la maison. Cependant, on a remarqué que depuis ces dernières années, enfin depuis les années 80 en quelque sorte, on a quand même vu ce phénomène des enfants qui, après un certain temps passé à l'extérieur, reviennent au nid. Alors au Canada, par exemple, en 1981, il y avait 27,5% des adultes âgés de 20 à 34 ans qui étaient revenus au nid et habitaient avec leurs parents. Et ce chiffre, 20 ans plus tard, donc en 2001, est monté à 41%. Même principe aux États-Unis. Dans les années 60, en 1960, c'était aux environs de 9% de la population, des jeunes de 20 à 34 ans.
Et puis en 2016, c'est passé donc de 9% en 60 à 15% en 2016. Et on a eu entre 2016 et 2020, on est passé de 15% à 52%, ce qui représente quand même énormément de personnes. Alors, on a essayé d'expliquer ça de différentes façons. Alors, bien entendu, il y a le contexte social où on se dit qu'en fin de compte, pour chaque génération, si on voit la génération donc des baby boomers, et puis après la génération X, et puis la génération Y, qu'on appelle aussi aujourd'hui la génération millennials. Le Canada, en ce moment, en crise, le chiffre va monter. Avec un salaire minimum, pas moyen de se payer un appart. Ouais. C'est la situation un petit peu partout. C'est la même chose en France où avec un salaire minimum, vous pouvez pas trouver de location pour ainsi dire, parce que avec un SMIC à, je sais pas moi, 1200, 1300 balles, de toute façon, si vous avez un loyer, vous n'obtiendrez quasi pas de loyer, d'endroit à louer. Votre loyer doit faire vous devez gagner au moins 3 fois le prix du loyer. Donc pour un loyer de 750 à 800 euros, ce qui est très général en France, eh ben 750, 800 euros, il vous faut gagner au moins 3 fois 8, 24, 2400 euros. C'est pas un SMIC, ça, c'est plusieurs SMIC. Donc là aussi, bien entendu, il y a ces problèmes. Et donc on a ce principe où on dit que lors des premières générations, donc par exemple les générations du baby boom, ont eu beaucoup plus d'argent entre les mains que la génération X. Ça a été beaucoup plus difficile pour la génération X, donc la mienne, de gagner autant d'argent que les baby boomers qui ont vécu les 30 glorieuses, c'est-à-dire de 1945, grosso modo, à la crise du pétrole en 1973. Puis la génération Y, donc les millennials, c'est encore plus difficile pour eux de gagner de l'argent que ça l'est pour notre génération. Et donc la génération qui vient après, la génération Z, a également ce problème. C'est donc le problème qui est en ce moment, et ainsi de suite. Donc il y a ce côté social, il y a ce côté économique qui, bien entendu, apporte quelque chose complique un petit peu les choses et renforce la problématique. Alors, donc les problèmes principaux qui font que les enfants reviennent au nid, c'est bien entendu, comme on vient de le dire, c'est la pression financière. Et ça, c'est également le problème qui va être apporté lorsque les enfants rentrent au nid. Parce que tout d'un coup, avoir un enfant qui rentre à la maison et c'est une bouche de plus à nourrir, c'est plus d'eau, plus d'électricité, plus d'énergie, plus de courses, plus de beaucoup de choses. Et donc, pour beaucoup de foyers, eh ben, ça peut mettre à rude épreuve, pourra-t-on dire, les finances des parents. Surtout s'ils n'étaient pas préparés à faire des dépenses supplémentaires. Et il ne faut pas se berner, mais un enfant qui rentre à la maison à 25 ans coûte plus cher quand même qu'un enfant qui habitait à la maison quand il avait 10 ou 15 ans. Même si, je vais vous dire, bon, c'est un fait, c'est pas donné non plus, mais il y a quand même une différence. Donc, déjà, sur ce point de vue, c'est problématique pour les parents, parce que l'enfant qui revient quand même nous fait faire face à des dépenses supplémentaires. Et rien que ça peut effilocher un petit peu la soie et les contacts entre parents et enfants et poser certains problèmes. Puis vous avez le problème de la perte d'indépendance lorsque l'enfant revient au foyer. Parce que, et pour l'enfant et pour les parents, on est aux prises à devoir mettre certaines nouvelles limites que pour nous les parents qu'on avait un petit peu perdu l'habitude de devoir mettre, parce que nous on prend nos aises aussi, bien entendu, et puis pour l'enfant aussi qui tout d'un coup revient à la maison, est adulte, mais se voit mettre des limites de réhabiter chez papa-maman, donc il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire, qu'il ne peut pas faire, on est obligé de trouver une nouvelle façon de vivre ensemble, et donc les deux parties sentent qu'elles perdent une certaine indépendance.
Donc, troisième problème est très souvent une suite des deux choses que je viens de nommer, ça va être les conflits, parce que, bien entendu, moi, j'ai pas vécu de la même façon dont mes parents ont vécu, mes enfants ne vivent pas de la même façon que moi. On s'en fout quand chacun est chez soi. On se dit, bon, ben, comme on leur a dit d'ailleurs quand ils donnaient trop de problèmes à la maison, ben écoute, quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu veux. Ici, tu vas faire ce que je veux. Ben là, tout d'un coup, ça va entraîner des conflits si nos habitudes de vie ne sont pas les mêmes, si la façon dont les choses fonctionnent ne sont pas les mêmes, etc. Et pour certains enfants, donc ça va être ceux qui, en fin de compte, sont la plus grande majorité, vont être entre 20 et 24 ans. Ça va être ceux qui vont faire la plus grande partie de ceux qui vont entrer à la maison. Et donc, aux environs de l'âge de 18, 20 ans, 21 ans, on est quand même, on est adulte, on est un jeune adulte. Et on est un petit peu fauché en vol dans la transformation et en train de vivre sa vie d'adulte, et ça retarde un petit peu la vie d'adulte de l'enfant. Parce que tout d'un coup, il est, en plus de ça, s'il récupère sa chambre de l'époque, avec son lit avec les petites fleurs et les nounours, ça va le plonger encore plus dans une espèce de deuxième enfance, en quelque sorte. Donc, ces quatre éléments, alors il peut y en avoir plus, par exemple, il peut y avoir une autre pression si il y a un phénomène d'addiction, par exemple, qui entre en jeu, ou s'il y a un problème de santé psychologique ou de santé physique. Bien entendu, cela va rapporter des nouveaux problèmes à toute la situation. Mais ça va être les quatre problèmes principaux et les quatre pressions principales qu'il va y avoir sur le retour d'un enfant au bercail. Alors, quels sont avant de pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ou qu'est-ce qu'on peut y faire, il faut déjà commencer à se demander justement, faire le point sur certains des aspects psychologiques, des aspects clés, pourra-t-on dire, quels sont les facteurs qui vont faire que il va falloir, par quel bout il va falloir prendre tout ça pour pouvoir le résoudre. Avant de pouvoir résoudre le problème, en quelque sorte, il va falloir mettre un nom, mettre des mots sur quels sont les problèmes. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir le facteur économique dont on vient de parler, et ça va être donc le coût de la vie, le chômage. Dans certains pays, l'endettement étudiant, ça se fait pas trop en France, mais au Danemark, ça peut très facilement devenir un problème. Je sais que ça l'est aussi aux États-Unis. Tous ces problèmes, tous ces facteurs économiques vont inciter les enfants adultes à rentrer chez eux pour obtenir à la base un soutien financier. Et là où, dans tous les cas, là où le problème risque de se développer, c'est que si l'enfant se sent pas suffisamment fort pour pouvoir être indépendant, dans ce cas-là, dans le côté financier, il risque de perdre un petit peu la niaque, si on veut dire ça comme ça, il risque de perdre la croyance en soi, et donc petit à petit, il va en faire de moins en moins, et puis il va commencer à végéter, etc., et puis il va tomber dans une très mauvaise spirale. Et donc, cette mauvaise spirale, on peut donc y tomber dans, dira-t-on, de n'importe quelle direction. Ça peut venir du facteur économique, mais ça peut être quelque chose qui vient d'un autre souci dont on parle en ce moment. Par exemple, l'identité et l'autonomie, ça veut dire que quand l'enfant retourne au bercail, c'est donc perçu comme un recul d'indépendance, et ça veut dire qu'il a donc moins d'autonomie, et il commence à avoir un problème d'identité, parce qu'il commence à se dire, bon, en fait, je ne suis pas la personne que je croyais pouvoir être, et en fin de compte, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne suis pas la personne est-ce que je n'ai pas la force que je croyais avoir? Les valeurs que je croyais avoir, ça ne valent rien. Alors s'il y a eu des disputes ou s'il y a eu des problèmes auparavant, oui, mon père il m'a toujours dit que j'étais nul et c'est un fait, apparemment. Bref, donc l'identité
du jeune homme ou de la jeune fille en prend un sacré coup et peut le mener justement à se dire bon bah à se laisser aller ou à se dire bon bah on va de toute façon je sais rien faire, je peux rien faire, etc. Parce que le problème est que quand l'enfant rentre au bercail, on a une tendance, et c'est parfaitement logique et c'est une bonne idée, de se dire bon ben on va quand même lui foutre la paix pendant quelque temps, le temps qu'il se remette, et puis seulement après on va commencer à pouvoir parler des problèmes. Et donc du coup, quand l'enfant a une crise d'identité, etc., ça peut être difficile à gérer, et puis on n'a jamais ces discussions, et on n'en parle jamais, et puis on tourne dans une mauvaise spirale. Et donc il y a Laurence qui me dit « C'est pourquoi je veille au grain sur les actions de mon fils pour être autonome malgré les remarques d'autrui. Mais cool, il est adulte maintenant, surtout qu'il a encore... read more. Surtout qu'il a encore presque 3 ans d'études, à bientôt 21 ans avec un prêt étudiant. Je suis directement concerné par sa réussite. » Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, ça on pourra, d'ailleurs on y viendra dans un instant, mais oui c'est important justement de mettre des limites et des règles et étudier en études par exemple. Puis vous avez donc l'aspect psychologique important de la dynamique familiale. C'est-à-dire qu'on a tous notre personnalité, on a tous peut-être des mauvaises habitudes ou des défauts. Et donc, peut y avoir des facteurs comme l'attachement, être plus attaché ou moins attaché à telle ou telle chose, à telle ou telle personne. Il peut y avoir certains conflits, il peut y avoir certains modes de communication. Vous allez avoir des papas ou des mamans qui communiquent très mal, par exemple, ou des enfants qui communiquent très mal. Et donc, ça fait que la qualité de la relation parent-enfant va être influencée par toute cette dynamique. Et puis, ça va mettre un poids, ça va mettre des tensions, ça va mettre du stress et donc ça va causer certains problèmes. Et puis, vous avez le facteur de la transition de vie. Alors, on vit des transitions de vie régulièrement. Et ces transitions de vie, ça va être certains changements, des changements de relation, un divorce, une rupture, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être des études qui font qu'on est obligé de déménager, enfin bref. Donc il peut y avoir dans toutes ces transitions de vie, on est plus fragile. On est fragilisé parce qu'on est nécessairement dans une situation où on est moins sûr de soi, où on a moins de compétences, où on a moins de possibilités de s'en sortir, ce qui fait qu'on va plus facilement mal prendre certaines choses et plus facilement se laisser faire des croche-pieds et en fin de compte tomber là où dans des situations moins fragiles, eh ben on tomberait pas, on pourrait parfaitement gérer les situations. Mais là, dans une situation fragilisée, eh ben non, ça se passe beaucoup moins bien. Et enfin, on a tout ce qui est normes et attentes sociétales. Et donc, les normes et les attentes sociétales, jusqu'ici, c'est concernant l'indépendance et le soutien familial, et ben tout ça, ça va influencer la prise de décision des enfants et de revenir à la maison, et la décision des parents de les accepter ou pas. Et enfin bref, il peut y avoir ici dans les normes, les attentes sociales qui se développent constamment, font que c'est plus facile, par exemple en ce moment, de revenir à la maison pour les enfants boomerang. Parce que, alors déjà numéro 1, depuis les années 60, on a inventé le concept d'adolescence, parce que ça c'est pas un concept psychologique qui existe, et ça n'est pas non plus un concept physique, c'est quelque chose uniquement marketing. Et donc cette adolescence, qu'au départ on avait basé sur le système américain qui était des années teen, c'est-à-dire que quand on dit de 13 ans à 19 ans, ça se termine par teen en anglais, 13, 14, 16, 15, 16, etc. Et donc ça s'appelait des teenagers. Et puis ça, on en a fait un concept, et les teenagers, de là, c'est devenu les adolescents.
C'est devenu une conception, c'est devenu une tribu à part, c'est devenu un marché très juteux pour beaucoup de choses, que ce soit les fringues ou que ce soit tout ce que vous voulez. Et cette conception d'adolescence, en fin de compte, elle est en train de s'étirer dans le temps. C'est-à-dire que les enfants, ils deviennent ados aujourd'hui, à partir de 11 et 12 ans, les gens vous disent, ben, c'est des ados. Et puis, ben, ils continuent à être ados jusqu'à 18, 19 ans. Et puis, ils continuent à être des enfants après, ou etc., quand ils ont 21, 22 ans, 23 ans. Je veux dire, les clubs de jeunesse, ça va jusqu'à 30 ans aujourd'hui. Jusqu'à 30 ans, vous êtes considéré comme un jeune. Je me souviens d'une interview avec quelqu'un, à l'époque, c'était sur France Bleu Touraine. C'est vieux, ça doit dater de 2008 ou 2009, un truc comme ça. Où il y avait un jeune homme, justement, qui disait « Ouais, ben non, mais moi, je veux pas prendre de responsabilité avant de devenir adulte, quoi. Pour l'instant, moi, je veux vivre mon adolescence, je veux vivre ma jeunesse. » « Ah bon, et t'as quel âge ?» lui demande le présentateur. « Ah ben, j'ai 25 ans. » C'est là où on se dit, attends, 25 ans, le mec il bossait pas, il jouait à la PlayStation toute la journée. Non, ça marche plus comme ça, quoi. Donc, dans les normes et les attentes sociétales aujourd'hui sont en fin de compte déplacées de façon à rendre les gens beaucoup plus immatures. Donc, ce qui fait que on n'a pas enseigné aux enfants, ou on n'enseigne plus aux enfants à devenir responsables, à devenir adultes, qui vont devenir adultes, qui vont devoir prendre des responsabilités. Au contraire, on les met dans la ouate, il ne faut surtout pas leur faire de mal, il ne faut pas mal leur parler, il ne faut pas faire ceci ou faire cela, parce que sans ça, ils vont casser. Donc, partir de là, ça devient difficile de partir du nid déjà, mais une fois qu'ils sont partis du nid, il n'en faut pas beaucoup non plus pour être effrayés et pour rentrer à la maison. Et puis du coup, après, pour les faire ressortir, ça risque d'être compliqué. Donc il y a toutes ces normes et ces attentes sociétales qui compliquent beaucoup les choses par rapport aux enfants boomerang. Alors, du coup, quand on a un gamin qui rentre ou qui revient après quelques années ou après quelques temps, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer le problème ? Alors ça dépend donc un petit peu et des aspects psychologiques dont je viens de parler, et donc des différents principes, des 4 principes du départ. Parce que il va y avoir des choses à faire qui vont être plus adaptées à certains cas qu'à d'autres. Dans tous les cas, de toute façon, il est très important d'avoir une communication ouverte et honnête avec l'enfant adulte, les attentes, les responsabilités et les limites. Je sais que ça peut être problématique si vous n'avez pas eu ces limites alors qu'il était plus jeune, qu'il habitait à la maison, et si ces limites n'étaient pas là, il n'a pas appris qu'il y avait des limites, et donc il va falloir qu'il les apprenne maintenant. Parce que de toute façon, dans la société, il y en a des limites. Donc tôt ou tard, il va falloir qu'il apprenne les limites. Donc, dès le départ, ou rapidement, parce qu'il ne faut pas lui sauter sur le poil le jour où il rentre, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, mais il n'y a pas de raison d'attendre après 3 mois ou après 6 mois pour prendre la discussion. Vous pouvez lui laisser quelques jours, et puis après, ok, maintenant, il va falloir qu'on parle des attentes que toi tu as, des limites qu'il va falloir avoir pour qu'on puisse vivre là, et des responsabilités à faire. Et les responsabilités, ça va être aussi faire la vaisselle et participer au quotidien, parce que c'est pas un hôtel. Les limites, c'est justement la prochaine des choses qu'il va falloir faire, ça va être de fixer des limites très claires. Il va falloir des règles et des limites concernant les finances, les tâches ménagères, l'espace personnel, les choses acceptables et pas acceptables, jusqu'où il peut aller ou jusqu'où vous pouvez aller, enfin bref. Il va falloir faire des limites pour tout et surtout faire un plan pour le futur. C'est-à-dire que ton futur, c'est pas de revenir à la maison et de rester jusqu'à ce que nous on claque et que tu hérites de la maison. Ça se passe pas comme ça. La limite, ça va être, tu as un prêt à rembourser, c'est trop difficile pour toi en ce moment, donc tu peux faire des économies en habitant à la maison pendant tant de temps, tu peux rembourser ton prêt plus rapidement, mais à telle et telle date, voilà, quoi, tu sors de la maison, etc.
ou à telle et telle date, il va falloir reprendre tes études, ou à telle et telle date, il va falloir que tu changes d'école, ou que tu passes tel examen, enfin bref. Après, il est important d'avoir des limites qui soient claires, parce que le plus souvent, on va mettre des limites, mais on va pas les mettre clairement. C'est-à-dire qu'on va dire, bon bah, ok, tu restes ici jusqu'à ce que tu trouves un travail, mais t'en cherches, hein. Ouais, ouais, pas de souci. Ouais, mais quel travail? Quand? Pendant combien de temps? Pourquoi? Dans quel domaine? Enfin bref, donc il faut mettre vraiment les choses beaucoup plus claires et vous pouvez même le faire en étapes. Hein, parce que quand l'enfant rentre à la maison, une des choses qu'il va pas avoir, ça va être un plan. Bon, il va avoir un plan à court terme, par exemple, trouver un endroit où habiter ou rembourser mon prêt ou ce que vous voulez. Mais il va pas y avoir de but à long terme, ou alors le but va être, bon, ben, il va falloir que je finisse mes études. Mais ça, c'est flou. Donc, il va falloir le diviser en étapes plus courtes, et puis en lui disant, bon ben voilà, jusqu'à telle date, il faudra faire ça, et à telle date, tu feras ça, et le prochain but, ça va être ça, et ça, tu le feras à telle date, tu as tant de temps pour ceci et pour cela. Donc, de cette façon, vous avez un plan, et vous avez des limites qui sont claires pour tout le monde, pour lui comme pour vous. Et également donc une date à laquelle il va sortir, où il pourra sortir. Il va être important donc dans ces règles, entre autres, de favoriser l'indépendance. Dans tous les cas, il va falloir favoriser l'indépendance parce que il est très facile. Bon, faut pas se leurrer. La plupart d'entre nous, si on peut éviter de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, bah on le fait. Hein. C'est bien pour ça qu'on a inventé la machine à laver, le sèche-linge, etc. Si on peut éviter de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on va le faire. Et du fait où il est rentré, ben, il n'a peut-être pas trop envie de faire certaines choses. Donc, il ne faut pas, le laisser tomber dans cette dépendance, parce que du coup, ça va devenir de plus en plus difficile de l'aider à s'en sortir. Et le but de la manœuvre, le but d'avoir des enfants, c'est en fin de compte qu'ils soient indépendants. Peu importe comment vous le prenez, mais on n'a pas des enfants pour son plaisir, on n'a pas des enfants, ça peut l'être aussi, hein, mais on n'a pas des enfants pour avoir un miroir dans lequel se voir. Ça, c'est le but du narcissique. Quand on a des enfants, à un moment donné, il faut leur apprendre à être indépendants et à pouvoir se débrouiller tout seul. C'est le but. Et là, ce qui se passe, c'est que la chose rate et ça sert à rien donc de le rendre encore plus dépendant. Donc, il est très important de l'encourager à prendre donc des mesures par rapport à l'indépendance financière, comme trouver un emploi, poursuivre des études ou faire quelque chose. Il faut qu'il y ait une activité. Après, il est important de soutenir leurs objectifs parce qu'ils vont avoir besoin de conseils pour atteindre certains objectifs et pour poursuivre certaines aspirations. Et le truc, c'est peut-être que eux, ils ont pensé, par exemple, que les choses allaient être plus simples, allaient être plus faciles, allaient être différentes. Et donc, ils sont émotionnellement parlant, ils ont peut-être quelques soucis. Et donc, il est important de leur faire comprendre que, oui, c'est un échec, hein, mais que les échecs, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez raconter certains des vôtres parce que vous en avez sûrement eu aussi. On en a tous eu. Et leur expliquer que, c'est pas parce que tu as eu un échec que tout s'écroule, quoi. T'es encore jeune, t'as 23 ans. T'inquiète pas, tu vas remonter la pente, ta vie n'est pas finie. Et donc, le soutenir et lui donner des conseils et comprendre ce qu'il ressent, ne pas nécessairement l'invalider. Et enfin, surtout si vous n'avez pas surtout s'il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer, si vous voyez que le gamin a une plus grosse tendance à s'incruster et qu'il s'enferme dans une dépression, une pseudo-dépression, ou s'il y a un problème d'addiction, faut pas hésiter, d'essayer de trouver un soutien quelconque, que ce soit un thérapeute ou un conseiller pour pouvoir vous aider et pouvoir l'aider à gérer les conflits, à gérer les défis qui surviennent. Là, bien entendu, on a le problème que si
l'enfant est déjà bien incrusté, il se peut parfaitement qu'il n'ait pas envie de demander de soutien ou d'avoir de soutien extérieur parce qu'il ne veut surtout pas que les choses changent. Par contre, ça va être nécessaire de le faire parce qu'il est important qu'il devienne indépendant. En gros, vous n'avez pas le droit non plus de rendre votre enfant dépendant de vous, parce que vous ne serez pas toujours là pour lui. Et donc, c'est pour son bien aussi. Donc, c'est extrêmement important de travailler sur l'indépendance. Après, vous pouvez donc avoir les autres problèmes tels que dépendance affective ou addiction. Et là aussi, même principe, communication ouverte, fixer des limites et avoir des exigences en disant, bah écoute mon pote, il va falloir que tu ailles à une clinique spécialisée sur l'addiction parce que nous, il est hors de question qu'on te garde ad vitam aeternam et puis qu'en plus de ça, on paye pour ton addiction. Ou alors qu'il risque d'aller dans la criminalité ou ce que vous voulez. Donc il est très important le système, de mettre les choses en système et de mettre des règles, ainsi que le dialogue, ça va être en fin de compte la pièce la plus importante, la pièce de maître de tout l'édifice, parce que si elle n'est pas là, tout ça va s'écrouler. Vous risquez d'avoir votre enfant chez vous pendant des années et des années, et il n'avancera pas, il ne deviendra pas vraiment indépendant. Vous allez avoir vous allez vous sentir mal, ça va pas bien se passer. Enfin, la vie va être pourrie pour tout le monde, et pour lui, et pour vous, et pour éventuellement votre conjoint ou le père ou ce que vous voulez. Donc, de toute façon, c'est pour le bien de tout le monde que de le rendre indépendant. Voilà. Je sais que ce webinaire a été un petit peu plus court que mes précédents, mais c'est pas plus mal que ça d'ailleurs, comme ça je vous ai pas trop saoulé. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet pour l'instant. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, des webinaires que vous voulez que je traite, faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et sans ça, moi je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour le webinaire suivant. Bonne soirée ou bonne journée, bon dimanche à notre québécoise et à notre canadienne, et à d'ici une quinzaine de jours. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan.